cette conférence. Vous êtes bienvenus à cette conférence sur l'usage de l'IA générative pour générer des descriptifs produits pour Maisons du Monde. On commencera par parler de l'introduction, donc sur le sujet, la problématique, de voir comment on en est arrivé à l'idée d'utiliser de l'IA générative sur ce sujet, jusqu'à arriver à un POC, Proof of Concept, donc un produit fonctionnel. Ensuite, dans l'étape 3, nous verrons du POC à l'industrialisation, donc comment nous avons permis d'industrialiser le projet avec une interface web. On passera à une étape de démonstration sur l'outil que nous avons développé, avant de voir les conclusions, les gains et les défis du projet. Avant 5 minutes de questions à la fin de la présentation. Et avant de démarrer, on va déjà se présenter. Donc, bonjour à tous, Emeline Davio, je suis responsable data analyse et data science chez Maisons du Monde. Et je suis accompagnée de Enki Milleville, qui est consultant chez Avisia depuis 4 ans et en mission chez nous, Maisons du Monde, depuis novembre dernier. Je vais vous présenter Maisons du Monde en quelques chiffres. Donc, on est un acteur européen dans le milieu du meuble et de la décoration. On est une entreprise qui a été créée en 1996. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7000 collaborateurs entre les sièges de Nantes, Paris et Marseille. On a plus de 340 magasins sur notre réseau qui sont répartis dans 9 pays, donc avec des enjeux intéressants quand on est dans plusieurs pays, vous le verrez tout à l'heure. On a à peu près 55% de nos ventes qui sont réalisées en France et on a une enseigne omnicanal, donc avec 50% des ventes dans le digital. Et pour terminer, un petit chiffre sur notre base client, puisqu'on a une base client active de 7 millions de clients. À mon tour de présenter, donc Avisia, c'est un cabinet de consultants qui accompagne depuis 2007 les entreprises dans tous les secteurs, et que ce soit dans le conseil, l'intégration et la réalisation des projets data. Donc on est plus de 300 consultants répartis dans 5 agences en France, Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et Lille. Et on va démarrer cette conférence avec notre problématique. On avait un besoin très concret qui émanait de nos rédacteurs web, avec un contexte qui est qu'aujourd'hui, chez Maisons du Monde, 3 fois par an, on a des nouveautés qui sortent. Qui dit nouveaux produits, dit nouveaux produits à décrire, avec un contenu à publier sur le site web, qui permet de bien détailler ce qu'est le produit, mais aussi de nous permettre un meilleur référencement. Le constat était qu'en 2023, on avait 50% de nos produits qui n'avaient pas de descriptif, en particulier tous nos petits produits de décoration. Et on avait une forte dépendance à notre agence de traduction, puisque comme je vous le disais en introduction, on est implanté dans 9 pays, donc on a différents sites internet dans ces pays, et donc il faut traduire tous ces contenus à chaque fois dans toutes les langues. Et le constat aussi était en 2023 l'émergence de l'intelligence artificielle générative, et évidemment de la génération de contenu et des use cases de traduction. Donc de là est venue l'idée de lancer un premier use case chez nous, Maisons du Monde, autour de l'usage de cette intelligence artificielle générative pour à la fois créer ces descriptifs produits, mais aussi permettre de les traduire dans nos différentes langues et s'affranchir de nos agences de traduction. Qu'est-ce qu'un descriptif produit? Donc là, vous avez un petit exemple avec une armoire. Donc c'est un petit contenu de quelques lignes qui se veut inspirant, parce que Maisons du Monde, on est une enseigne assez inspirante, donc c'est important que dans nos descriptifs, on ait ce côté très inspirationnel, et qui donne à la fois la fonctionnalité du produit, mais aussi des attributs du produit. Sa couleur, sa matière, des informations qui font qu'on a envie d'avoir ce petit coup de cœur au niveau client et qu'on ait cette transformation qui aille jusqu'à l'achat. Donc, je vais laisser la main à Enki qui va vous présenter comment ça s'est matérialisé chez nous au niveau du POC. Tout à fait. Donc, maintenant qu'on avait l'idée, il fallait concrétiser ça avec le POC. La première étape, ça a été de contacter le métier. Donc là, le métier, ce sont les équipes web, les équipes de rédacteurs web qui s'occupaient jusqu'ici de rédiger ces descriptions. Et on allait leur demander quels étaient les inputs, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir rédiger une bonne description. Donc ils nous ont répondu que typiquement ce sont les informations produits. Pour savoir rédiger une description, il faut savoir de quel produit on parle, typiquement un canapé, dans quel style il est, quelle est la matière. Donc beaucoup d'informations comme ça qu'on peut récupérer de nos bases de données et qui nous servent à rédiger la description. Ensuite, on leur a demandé aussi quels outputs
de quoi la description était composée, donc quel était son contenu, donc voilà, de quoi on va parler, est-ce qu'on parle de la famille du produit, donc oui, le fait que ce soit un canapé, on va parler de sa matière, et comment est-ce qu'on les met en avant, et quel est le style d'écriture, comment est-ce qu'on fait des phrases inspirantes donc pour pousser le consommateur à l'acheter. Donc ce projet, on l'a commencé en septembre 2023, avec cette phase de questionnement avec le métier. Et ensuite, toujours avec le métier, on a rédigé le prompt. Donc le prompt dans l'IA générative, c'est toute la partie instruction pour l'IA Gen. Donc lui donner sa tâche, lui expliquer comment rédiger la description. Et on fera un focus sur ce prompt dans quelques étapes. On a aussi précisé dans ce prompt donc tout ce qui est contenu et le format. Qu'est-ce qu'on attendait de l'IA générative? C'est là qu'on lui a tout précisé. Ensuite, on a fait aussi une recette métier, donc pour se rendre compte si l'IA générative est performante, il faut la comparer, la mettre en face de ce qui a été déjà fait par les rédacteurs web, l'équipe web. Donc on a pris un échantillon de produits et une fois qu'on a réussi à utiliser notre IA générative, on a vu si c'était aussi efficace ou pas que les rédacteurs. Pour parler un petit peu plus d'architecture du projet, on est beaucoup à Maison du Monde avec la suite Google. Donc on stocke nos données sur Google BigQuery. Et pour tout ce qui est intelligence artificielle, nous utilisons Vertex AI, qui est le module intelligence artificielle de Google. Au sein de Vertex AI, nous avons accès à de l'IA générative. Dans un premier temps, Palm 2. Et ensuite, Gemini, qui est la version la plus récente d'IA générative à Google. Dans cet environnement-là, nous avons donc utilisé un notebook Python pour pouvoir utiliser tous ces éléments. Dans une première étape, récupérer de BigQuery les données sur les produits. Donc voilà, typiquement que c'est un canapé marron, tout ça. Nous avons mis ces informations dans un data frame pour pouvoir ensuite les donner à l'IA. On appelle l'IA via une API, avec certains packages. Ensuite, on lui donne le prompt que nous avions rédigé avec le métier et quelques paramètres, le plus important étant la température. C'est un peu l'indice de créativité de l'IA. C'est un paramètre qui est compris entre 0 et 1. Une température à 0, vous aurez une réponse qui est peu créative. Et une température à 1, vous aurez une réponse qui est très créative. Nous avons pris le choix de mettre ce paramètre à 0,2 pour avoir des résultats, comme on le disait, inspirants et qui ont besoin d'un peu de créativité, mais on voulait quand même ne pas avoir ce paramètre trop élevé pour éviter potentiellement des hallucinations, parce que c'est possible qu'on ait des hallucinations, des inventions de l'IA si on a une température trop élevée. À la fin de ce processus, on récupère un fichier Excel qui contient des descriptions produits. Il faut se rendre compte ici que c'est par batch, donc notre fichier Excel ne comprend pas une seule description. On peut lancer ce notebook Python pour avoir 300 descriptions dans un même batch. Donc je vous disais, nous allons nous focus sur le prompt ici. Au fur et à mesure de nos tests, nous nous sommes rendus compte de 4 étapes principales dans un prompt, 4 éléments majeurs. Le premier, c'est le métier. Ça peut paraître étonnant de donner à une IA un métier, mais ici on lui précise que c'est un retailer de meubles et de décoration. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on prenne le ton de la vente. Si l'IA sait qu'elle est un retailer, elle va prendre le ton de la vente et elle va savoir qu'on parle de meubles et de décoration, donc le vocabulaire utilisé ira dans ce sens. Ensuite, une étape de contexte, on lui précise qu'il doit créer des fiches produits. Voilà, on sait qu'on est sur une fiche produit, pareil, ça va amener un certain type de vocabulaire et c'est pour ça qu'on fait cette précision du contenu. En général, quand on veut des bons résultats avec une IA générative, il faut mettre particulièrement du contenu. La tâche, donc c'est typiquement ce qu'on lui demande. Ici, assez simple, on demande de générer une description en français. Ici, remplacer français par la langue que vous voulez pour avoir le résultat. C'est ainsi qu'on peut s'affranchir des agences de traduction maintenant, c'est en précisant la langue dans notre prompt, ça suffit à avoir des résultats dans différentes langues. Le contenu et le format, donc ça c'est au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le résultat n'allait pas dans le sens qu'on voulait sur certains détails. Si vous ne précisez pas la taille de votre output à une IA, elle pourra vous faire 2 lignes, quand même pourra faire plusieurs paragraphes. Donc on a précisé qu'on voulait ici 3 ou 4 points en bullet point, et aussi le métier nous avait précisé que certains éléments devaient être en gras dans sa description, avec des balises HTML, donc la balise strong par exemple, donc on a précisé ça ici à l'IA. Je parlais d'éviter un petit peu des hallucinations. Typiquement, là c'est pas de l'hallucination, plutôt c'est éviter les détails techniques. C'est ce que le métier nous rendait ça, que notre premier résultat avait beaucoup de détails techniques, sur trop d'informations sur le produit qui n'était pas intéressant pour la description. Et donc on a précisé à l'IA en dernière ligne d'éviter les détails techniques. On avait des bons résultats avec ce prompt, mais on s'est rendu compte que
le style d'écriture ne convenait pas forcément. On était un peu loin de ce que les rédacteurs web pouvaient produire. Donc on a eu l'idée d'utiliser des exemples d'input et d'output. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'IA générative et ça augmente largement la performance. Par exemple ici, pour notre canapé dont nous voulons une description, nous avons précisé pour plusieurs produits, ici c'en est un exemple, leurs attributs, donc ce qu'on rentre en input, typiquement voilà, que c'est un canapé vintage 3 places et d'autres informations, et la description qui va avec, qui donc, ça c'est déjà existant et rédigé par nos rédacteurs. On en donne une quinzaine comme ça d'exemples, et ensuite, là, à ce moment-là, on demande de rédiger une nouvelle description pour un canapé qui n'a pas actuellement de description. Et on s'est rendu compte voilà, que le style convenait beaucoup mieux, le contenu aussi était beaucoup plus... ça imitait beaucoup mieux ce qui était fait par nos rédacteurs. Je vais vous parler maintenant de toute l'étape du passage à l'industrialisation, parce que pour l'instant, les rédacteurs envoient des listes de produits à l'équipe Data Science. Nous utilisons notre notebook Python pour faire appel à l'IA générative et on reçoit un résultat en fichier Excel qu'on envoie au rédacteur. Donc ça fait beaucoup d'intermédiaires et ça pourrait être plus rapide, à la fois pour gagner du temps pour les rédacteurs et aussi pour l'équipe Data Science. Donc la solution qu'on a fait, c'est une web app développée en Streamlit, qui est un package Python qui permet de faire des web apps. Donc maintenant, les rédacteurs utilisent un VPN pour accéder à cette web app pour des questions de sécurité. Et ils ont directement accès, en fait, on verra l'interface dans la démo, mais ça leur donne directement accès à la solution data. Ils peuvent générer des descriptions en autonomie et avoir leurs résultats et en relancer potentiellement. Si le résultat ne leur convient pas, ils n'ont pas, comme avant, à nous refaire une demande pour qu'on régénère. Ils ont directement la main pour refaire un batch sans qu'on intervienne. Bien sûr, il y a une partie relecture de ces rédacteurs, donc ils ne sont pas remplacés, ils sont là en coopération avec l'IA, parce que aussi on ne peut pas faire confiance aveugle à l'output de l'IA générative, on n'est jamais à l'abri d'avoir un peu d'hallucination, donc les rédacteurs relisent les descriptions en output avant de les mettre sur le site web. Cette partie-là s'est déroulée de novembre-décembre 2023 pour le développement de la web app, et donc en janvier 2024, l'outil était mis en production et tourné. Avec ce développement et cette mise en production en particulier, on s'est rendu compte qu'il y avait de nouveaux défis dans l'usage de l'IA générative, en particulier la surveillance des coûts. Donc quand vous laissez comme ça un accès à une API de façon relativement ouverte et industrialisée, il faut faire attention aux coûts. Pour le coup, de notre côté, on a seulement 1,6 $ pour 1000 descriptions, donc c'est des coûts relativement faibles. Mais tout de même, nous les surveillons dans un dashboard, donc tous les jours, on a l'information de combien cette utilisation d'API et de Google BigQuery nous a coûté, et donc c'est très bien contrôlé de ce côté-là. Un autre défi auquel nous avons fait face, c'est la question de quota d'API. Dès que vous utilisez une API, en général, vous avez un quota maximum de 60 par minute. C'était un peu trop peu de notre point de vue. On voulait en avoir jusqu'à des batchs de 300, comme on disait, pour des grandes familles de produits. Pour cela, il faut contacter votre fournisseur d'API, typiquement nous c'était Google, et on a des contacts avec Google pour leur demander d'augmenter ce cap, de passer de 60 à 300, mais c'est important si vous voulez faire de l'IA générative de penser à ce facteur limitant. Un autre point, c'était le temps de réponse d'une API. C'est en général d'1 seconde par requête, donc si on fait le calcul, pour générer 300 produits, on va encore avoir 5 minutes donc de latence, enfin de temps pour réussir à générer toutes nos descriptions, si on le fait en synchrone. La solution que nous avons trouvée, c'est d'utiliser de l'asynchrone. L'asynchrone, c'est une façon de développer, une façon de programmer pour ne pas attendre la réponse d'une requête avant d'en poser une autre. Donc en fait, on pose toutes les questions en même temps et on reçoit les réponses au fur et à mesure. Ça permet de passer le temps de réception des réponses de 5 minutes, donc comme on disait, une par une, à 20 secondes si on les passe tous en même temps. Et c'est important d'y penser parce que sinon ça peut être un peu lent pour notre usage. Nous allons vous montrer comment ça se matérialise aujourd'hui, comment on peut lancer cette web app. Donc je vais prendre la casquette de rédactrice web. J'arrive avec un besoin et donc j'arrive sur cette interface qui a 3 blocs. Donc vous avez un premier bloc là-haut qui va vous permettre de sélectionner les produits pour lesquels vous souhaitez générer un descriptif produit. Un deuxième bloc où vous allez choisir vos produits en exemple et un dernier bloc de paramétrage. Pour le premier bloc, sur la sélection des produits, ici, je souhaite rédiger les descriptifs produits pour mes canapés automne-hiver 2024. On va lancer notre collection automne-hiver 2024 en août. Donc, il faut que je génère les descriptifs produits. Et pour ça, j'ai 2 options. Soit je vais sélectionner à droite
je vais faire rentrer en input un fichier Excel avec mes ID produits, mes 164 produits, ou soit je vais faire choisir via des attributs produits le périmètre produit que je souhaite générer. Donc ici, j'ai 164 produits de canapé juste avec des ID et on va pouvoir compléter via les données de notre data lake tous les attributs produits. La deuxième étape, c'est que je vais lui dire, comme Enki vous le disait, dans le prompt, ce qui est assez important, c'est de mettre des exemples. Donc on va lui dire sur quels exemples il doit s'appuyer. Je suis sur des canapés, donc appuie-toi sur des exemples de canapés. Donc là, on lui dit de sélectionner les canapés automne-hiver 2023. J'ai 1235 produits et j'ai 1144 produits pour lesquels j'ai un descriptif déjà existant. Là aussi, vous pouvez directement intégrer un fichier Excel avec des exemples. Si jamais les rédacteurs se rendent compte que ce n'est jamais très pertinent, ils peuvent tester différentes façons de procéder. Une fois cette deuxième étape passée, on arrive au paramétrage. Donc sur la partie exemple, sur les 1144 produits, je vais indiquer que j'en veux que 15. Je vais en tirer 15 aléatoirement. Nous, on a remarqué que l'optimum se trouve entre 15 et 30 pour aussi une histoire de pertinence, mais aussi une histoire de coût. Plus on met un nombre d'exemples en entrée, plus c'est coûteux. Donc là, je dis que j'en veux 15. Et la partie qui est assez importante pour nous chez Maisons du Monde, c'est la partie ici en vert qui dit quels sont les attributs produits que je vais utiliser pour générer mon contenu. Je suis sur du canapé. Ce qui est hyper important dans un choix du client, c'est la matière, c'est la couleur, ça peut être la dimension. Si je suis sur un miroir ou une table à dîner, ça va être des attributs qui sont différents. Donc c'est là où les rédacteurs ont la main sur le choix de ces attributs. Et on retrouve aussi ici le prompt. Si jamais ils se rendent compte en lançant qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils peuvent compléter un peu le prompt à leur façon pour optimiser. Donc totale autonomie de nos rédacteurs sur cette partie-là. J'ai tout complété, je n'ai plus qu'à lancer la web app, ça mouline, et là j'arrive à mon résultat, à mon output. Donc c'est un résultat en masse, puisque j'ai mis directement mes 164 descriptifs produits ici, traduits dans les différentes langues. Donc c'est très rapide et efficace, puisque cet output en masse fait que c'est rapide pour les équipes. Et là, on a pris l'exemple du canapé que vous présentez, Enki, tout à l'heure. Et donc, vous avez le descriptif qui garde le format demandé par nos rédacteurs avec les bullet points, du gras. Donc là, on a notre canapé 3-4 places Snoop et ça nous donne un texte inspirationnel qui nous dit la matière dans laquelle est fait le canapé, donc son cuir de vachette, ça nous parle de la tente, ça nous parle de son matelassage. Et ça, c'est des informations qu'on a rentrées dans notre référentiel produit sur lequel on s'appuie pour créer ce descriptif. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, les descriptifs sont différents, pas avec les mêmes wordings, et c'est ça la force aussi de cet outil. Donc vous voyez, en tant que rédactrice web, je suis totalement autonome maintenant sur le résultat final, et il y a un fort gain de temps. D'un point de vue conclusion, qu'est-ce qu'on conclut de ce projet chez Maisons du Monde avec Enki? C'est que déjà, on a atteint nos objectifs, on est passé du POC à l'industrialisation. C'est un projet qui a duré pendant 4 mois, donc c'est un projet quand même relativement court pour un premier use case d'IA générative. Aujourd'hui, on sait que sur des use cases d'IA générative, on peut être encore plus court, mais pour un premier chez Maisons du Monde, on trouvait ça très satisfaisant. On a une production des descriptifs qui est 3 fois plus rapide. Vous pouvez vous dire 3 fois plus rapide, c'est pas si énorme que ça, mais en fait, on a toujours la partie relecture qui doit être toujours réalisée par nos rédacteurs. On ne peut pas se permettre de ne pas relire. Puisque, comme le dit Enki, il y a des cas d'hallucination, donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc 3 fois plus rapide, c'est déjà beaucoup. On a une forte économie de coûts de traduction parce qu'on ne passe plus du tout par agence sur cette partie-là. Donc on a tout internalisé et on a un métier qui est 100% autonome, même si aujourd'hui on a encore un petit peu d'amélioration continue sur l'output. Et justement, ça nous donne de nouveaux enjeux. Qui dit IA générative dit nouveaux enjeux, comme le disait Enki. Le premier, ça a été la maintenabilité du modèle. Ça a été développé en 2023 sous Palm 2. Maintenant, il fallait passer au modèle Gemini. Donc là, il faut qu'on reste toujours à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, sur les nouveaux modèles qui sortent, pour être sûr que les rédactrices, quand elles en ont besoin, on est toujours branché au bon modèle. On a des cas d'hallucination très concrets qu'on a vus, avec par exemple un produit qui est un porte-manteau. Vous savez, sur un porte-manteau, il y a différentes accroches. C'est un porte-manteau avec 4 accroches. Et bien sûr, dans nos attributs produits, à aucun moment on indique que ce produit a 4 accroches. Dans tous les exemples qu'il a pu lire, il a vu du 6 accroches, du 5 accroches. Donc en sortie, il nous a mis magnifique pater à 6 accroches. Et donc ça, il faut faire très attention aussi, parce que d'un point de vue client, ça peut être très déceptif. Donc ça nous donne de nouveaux enjeux par rapport à cet outil.
Un premier qui peut être de se dire il faut qu'on s'améliore sur notre complétude de nos attributs produits. On a tous ces problématiques dans nos entreprises avec un référentiel qu'il faut maintenir et qu'il faut qu'il soit le plus complet possible. Donc pourquoi pas ajouter ce nouvel attribut qui donne le nombre d'accroches. Ou une autre ouverture, c'est aussi de se dire qu'on pourrait utiliser l'image du produit. Sur cette image, on voit qu'il a 4 accroches. Et donc utiliser l'IA générative pour apprendre via l'image ce nombre d'accroches et être encore plus pertinent. Donc ça nous donne encore de nouveaux challenges pour continuer d'améliorer cet outil qui est en prod, mais c'est déjà des super avancées pour nous, Maison du Monde, sur ce use case. Merci pour votre écoute et on vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci. Bonjour, merci, c'était super intéressant, j'ai plein de questions. Plutôt tech. La première, au tout début, vous aviez évoqué que le fait que vous génériez un titre et une description, est-ce que ça se fait via une output semi-structurée, genre un JSON, ou est-ce que tout ça est juste du texte et vous n'avez pas besoin de faire la récupération du titre et d'un côté la description ? En effet, on génère les deux et on précise à l'IA de mettre le titre entre crochets. Comme ça, ensuite, on arrive à le retrouver dans l'output, même si elle le met aussi au début. Et on l'isole. Donc non, c'est juste un fichier texte en sortie, pas particulièrement JSON. On aurait pu, en effet. Mais le simple fait de lui demander de mettre des crochets entre le titre et de détecter les crochets dans l'output suffit à isoler le titre de la description. Ok, super, merci. Et c'est vrai qu'on a fait un focus sur le descriptif, mais il y avait 2 enjeux. Il y avait le libellé du produit et le descriptif. Et aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi pas séparer en 2 prompts la partie libellée de la partie descriptive pour être encore plus efficace. C'est ça. Ok, merci. Côté technique, vous disiez que vous utilisiez Vertex AI. Concrètement, vous passiez par le SDK de Vertex ou vous utilisiez une librairie genre LangChain, Yamaindex ou je sais pas quoi. C'est ça, on passe sur le SDK de Vertex et donc tous les packages Google qui existent, qui sont juste à installer. Et ensuite, il y a un accès. On s'authentifie via le token Google qu'on a sur notre compte Google et ça suffit à accéder tout ça via le notebook. À la fois les données qu'on récupère sur BigQuery et l'appel API se fait via le SDK. Ok, super, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une question sur la dernière, sur le rétexte. Vous disiez que vous aviez plus de coûts de traduction, mais d'un autre côté que la relecture était obligatoire. Est-ce que vous avez du coup jaugé la qualité de la traduction ? On a jaugé en recette. Justement, quand on a fait le POC, on a testé la traduction par IA générative et par notre agence. Et nos équipes internationales ont fait cette recette et on était aussi bons que l'agence de traduction sur cette partie-là. Et la relecture était déjà internalisée chez nous par nos rédacteurs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si l'agence de trad, elle nous envoyait ses contenus, on relisait quoi qu'il arrive. Donc c'est une étape qui n'a pas été supprimée, qui était déjà présente avant. Merci. Quels sont les profils de l'équipe de développement par data science et peut-être d'autres profils plus informatiques ? Du coup, le développement, c'était l'équipe data science. C'était un relais en quelque sorte, puisqu'il y a eu 2 data scientists qui ont travaillé au développement. Et la mise en production de la web app, ça a été aussi du DataOps. Donc plus serveur, savoir comment le mettre sur le serveur Maison du Monde. On a eu aussi besoin de cette équipe-là. Mais c'est les 2 profils, DataOps et Data Scientist. Est-ce que vous savez dire en nombre ou en pourcentage le taux d'hallucination, par exemple, je ne sais pas, sur 100 descriptions générées, combien sont convenables, pas convenables ? C'est très dépendant de la catégorie, en fait, comme on disait avec, par exemple, les porte-manteaux. S'il y a une donnée qui est manquante, on va avoir l'hallucination. Sinon, d'autres catégories où vraiment on a toutes les infos qui sont nécessaires à générer la description, on n'a pas d'hallucination, en fait. C'est vraiment une question de avoir la bonne catégorie. Et en fait, dès qu'on identifie la catégorie, en particulier, les rédacteurs sont en particulier attentifs à la relecture, mais sinon, certaines catégories, on n'en a pas, et sur d'autres catégories, on en a pas mal. C'est assez dépendant de la catégorie.
merci pour cette présentation. Moi, j'étais plutôt... je voulais savoir, par rapport à vos équipes rédacteurs web, comment ils se sont sentis quand il y a eu l'arrivée de ce nouvel outil. Ça a été un vrai bonheur pour eux au quotidien. En fait, comme ils ont été embarqués dès le début dans le projet, ils se sont sortis partie prenante de ce projet. Donc, c'est pas arrivé comme un nouvel outil qui arrive, qui va prendre notre travail. Et ils se sont vraiment dit, on va vraiment avoir un gain de temps. Et on le voit là aujourd'hui avec tous les retours qu'on peut avoir avec eux toutes les semaines, qu'ils ont vraiment adopté cet outil et qu'ils se disent que demain, ils ont beaucoup plus de temps pour faire autre chose avec beaucoup plus de valeur. D'autres questions ? Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée.